train de réfléchir si j'avais une liste d'appels, mais non, je ne suis pas sûr d'avoir eu la liste. C'est pour ça que j'ai envoyé un mail à tout le monde hier. Mais j'ai vu passer un mail comme quoi il y avait une inversion sur les listes qui allait avec moi et puis avec Henri. Alors, je ne sais pas trop. Bon, ouais, le NTP ne fonctionnait pas ce matin, donc je n'ai pas pu me connecter. Je ne sais pas si vous avez pu vous connecter à l'hyperplanning, vous, ce matin. Ah, ça Ça marchait marche pas. maintenant. Ah, ça marche maintenant? Ouais, D'accord. je suis allée tout à l'heure, ça marchait. Ouais, ouais, comme Moi je aussi, j'ai réussi tout à l'heure. Ok, bon, mais comme je sais pas, alors je vais voir, parce que, attendez, 2 minutes. Je vais voir, je crois que Claire Azema m'avait envoyé une liste, mais qui n'était pas tout à fait complète. Alors, Claire Azema, je suis dans mes mails là. Oui, c'est Laurine, voilà, qui avait signalé ce problème. Ah ouais, voilà, donc j'avais reçu ça. Alors, je me connecte, hein, je vais voir. Bon, attendez, je vais afficher la liste. Vous allez me dire si c'est bon. Vous voyez la liste Oui, sur mon partage? Ouais. Donc, attends, je regarde. C'est ça, Lily Gauthier est avec nous ou pas du tout? Non, c'est pas la bonne liste, ça. Si, Oui, c'est la c'est ça. bonne liste. C'est ça? Oui. Ouais, si, Oxane, c'est la oui. bonne liste. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, super. Bon, je vais noter là pour l'instant absence et si vous y êtes pas, vous signalez. Donc, Lily Gauthier, tu es là. Oui. Je te vois, ouais. Clara Cochet, Oui. oui, tu es là. Pamela, non. Ouais, tu es là. Tiffany, Oui, je suis là. ouais. Colline, Oui. ouais. Ludivine, Oui, ouais. Dylan, tu es Oui. là. Ouais, je t'ai vu passer tout à l'heure. Cécile, Samia, une fois. Elle a mis un petit message en bas, il y a marqué je suis là. Ah, mince. Ah oui, d'accord, j'avais pas vu. J'ai pas de petit bruit en fait quand j'ai un message sur le chat. Jocelyn, il me semble que je l'ai vu. Non, Jocelyn, 1, 2, 3. Non, il n'est pas là. Bon. si, il est là, Ah, mais il son est là? micro va pas marcher. Ah, ok, bon, il est là. Donc Lola, Oui. oui, tu es là en visio. Emeric, Oui. ouais, là. Colline Godillère, Oui. ouais, oui, je t'avais vu. Lisa, Oui. Timothée Oui. et Oxane, oui, je t'ai vu. Et donc, alors, Du coup, la, moi, j'y suis pas, monsieur. la petite nouvelle, ouais, alors dites. Donc, alors, Kremer, K-R-A-E-M-E-R, ouais, Emma, E-M-M-A. ok. Donc là, j'ai appelé tout le monde, là, parce que là, je vois on est 19 connectés. Et donc là, normalement, il y a 18. Bon, on va supposer que tout le monde est là. Et ok. Alors, donc voilà, j'ai montré ce que vous aviez fait l'an dernier. Ou L2. Alors, je vais sauver ça, excusez-moi. Sauve. Oui, donc ce que je disais, c'est que on va reprendre un petit peu sur le même fonctionnement que l'an dernier, en tout cas sur les supports de cours. Donc j'ai créé, alors c'est la première année en fait que du coup que je fais un suivi comme ça entre L2 et L3. Donc j'avais demandé, ça faisait 2 ans que je demandais à l'équipe pédagogique en fait de pouvoir faire un suivi parce que souvent on retrouve en fait un des parcours possibles, c'est de vous retrouver certains d'entre vous en master design. Donc, je pense que vous êtes au courant que l'évolution ensuite possible, c'est d'aller en master design. Donc, vous avez ici, vous avez le site internet. Donc, qui se fait évidemment comme tout master en 2 ans. Et puis, j'étais parti du constat tout bête que en fait, je retrouvais des étudiants que j'avais eu en L2 2 ans auparavant et qui, bien qu'ils se souvenaient
certaines choses en processing, eh bien, le fait de ne pas avoir pratiqué, ce qui est normal, eh bien, faisait que on était obligé un petit peu de repartir à zéro. Donc là, j'avais dit, peut-être ce serait bien d'effectuer une certaine continuité entre la L2 et puis le M1. Et puis, je pensais que c'était pas mal aussi de continuer un petit peu le travail qu'on avait effectué l'an dernier en allant un petit peu plus loin. Donc cette année, on va vraiment travailler, donc repartir sur les bases qu'on a travaillé l'an dernier. Hein. Donc on va évidemment les revoir parce que peut-être pour certains d'entre vous, vous n'avez pas forcément pratiqué depuis qu'on s'est arrêté en avril processing. Donc on va revoir, hein, je ne vais pas partir du principe que vous maîtrisez à 100% toutes les notions qu'on a vues. Donc je ne sais plus si la plupart d'entre vous, j'avais pas eu trop de retours, mais vous aviez bien reçu les cartes postales pour la majorité d'entre vous. Ouais. Ah non, Oui, oui. Oui. Qui a dit non? moi. Oui, mais parce que je crois que tu m'avais pas filé ton adresse sur le document. Ok. Je l'ai toujours, hein, je l'ai toujours. Ah ouais? Ma petite pochette Ah, dans ma mais je petite veux boîte à en faire là. alors. Oui, ben donne-moi ton adresse, voilà. En plus, je crois que j'avais vu, mince, parce que j'avais fait une expo là au mois de, voilà, je sais plus, une de tes, qui fait de la photo, j'ai oublié son prénom. Christine? Non. Non, pas du tout. Bon, je crois que je confonds. Bon, bref. Ok, bon. Voilà, c'est pas grave. Et donc, oui, ben, si tu peux me passer ton adresse par email, et puis je te la mets dans la boîte Si. aux lettres. Merci. Voilà. Donc, oui, alors donc cette année, pareil, ça va être le même fonctionnement, je pense, que l'année passée, c'est-à-dire on va se voir une dizaine de fois. Donc, au cours du semestre, je vous donnerai 2 ou 3 exercices à faire pour à rendre. Donc, toujours sur des productions personnalisées graphiques. Donc, cette année, on va aller un peu plus loin hein, dans l'exploration des algorithmes. Donc, on va vraiment travailler sur ces notions d'utilisation de librairies externes pour travailler donc sur des algorithmes, on va dire, un petit peu classiques de dessin, de simulation de vie. Donc, on verra notamment une notion qui est assez intéressante et qui est utilisée dans les productions d'essais animés type Pixar, etc. Et puis dans le domaine de l'art interactif qui s'appelle les agents autonomes. Donc, on verra cette notion-là à travers la technique de Boyd, c'est-à-dire on définira en fait des comportements individuels et des comportements de groupe d'agents qui vont naviguer. Donc on utilisera ça, vous allez voir, pour faire des tracés, simuler des choses. Donc on ne repartira pas de zéro, mais on va utiliser plutôt là vraiment l'orientation de ce cours, ça va être vraiment d'utiliser en fait des librairies qui existent déjà et d'apprendre à les manipuler. Donc, on ne va pas repartir coder des choses à partir de zéro comme on a un peu fait l'année précédente, mais là on va être plutôt sur une philosophie vraiment d'intégrer de l'existant et d'apprendre à les manipuler, puis faire de l'exploration en fait. Voilà, explorer un petit peu les possibilités, soit en sortant un petit peu des zones numériques de ces librairies, ou en paramétrant, en personnalisant l'apparence. Donc vous allez voir, on va faire tout ça cette année. Donc j'ai prévu, alors j'ai pas mis le programme complet, je pense que je le mettrai pour la semaine prochaine, parce que je suis en train de travailler un petit peu sur voilà, tout ce qu'on va voir, essayer d'ordonner en fait tout ça pour que ce soit la progression soit la plus logique possible pour vous et puis que ça parte pas dans tous les sens parce que ça va vite avec avec ces outils de partir dans tous les sens. Oui, donc j'avais mis système de particules. Donc ça, c'est ce qu'on va travailler, je pense, aujourd'hui et la semaine prochaine. Au cours numéro 3, on va compléter ça en utilisant, donc je vous montrerai comment utiliser en fait une librairie qui s'appelle Box2D et que j'ai utilisée en fait sur l'installation numérique Gravity. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'an dernier, je vous avais montré en fait une installation où on a des briques comme ça de mots qui tombent sur une façade. Donc j'avais utilisé cette librairie qui s'appelle Box2D et qui permet notamment de faire de la simulation physique d'objets. Donc c'est assez addictif en fait. Alors j'essaie de vous montrer vite fait des exemples. Hop, on va aller là. Est-ce qu'il y a des exemples en ligne, Box2D?
Voilà, et en gros, ça permet de… Alors, bon, ça, c'est en 3D, mais nous, on le fera en 2D. Mais en gros, ça permet de définir des objets et de leur donner une masse, de leur donner des propriétés, en fait, physiques, et de les lancer dans un environnement, un contexte. Et puis, toutes ces formes-là vont interagir les unes avec les autres sans trop choquer. Donc, on verra notamment comment on peut créer ces objets, évidemment, et comment on peut créer des compositions de ces objets. Donc, on va pouvoir créer des sortes de chaînes d'objets. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres… Ce n'est pas exactement ça que je voulais vous montrer. Donc là, il y a d'autres exemples. Alors, c'était pas cette librairie-là que j'avais en tête. Enfin, c'est Box 2D, mais c'est pas cet exemple-là. Bon, en tout cas, je vous montrerai ça, je pense, fin de cours la semaine prochaine. Donc, on va voir ça. On va voir aussi tout ce qui est, voilà, ce dont je vous ai parlé, donc tout ce qui est agent autonome, donc ce qu'on appelle des boids. Voilà, et ça a été popularisé en fait justement dans les dessins animés type Pixar dans les années 90. Et voilà, donc c'est des comportements voilà, d'agents autonomes. Donc, c'est-à-dire, on va dire en gros à un agent, enfin, une espèce d'élément. Bien écoute, voilà, tu as une vitesse, tu as une position, tu vas devoir suivre tel ou tel point. Et tous tes collaborateurs ou tous les gens de ton équipe, en fait, pareil, vous allez suivre un point, mais en évitant en fait chacun des autres participants. Donc, pensez un petit peu à bande de poissons ou nuée d'oiseaux. Donc, voilà, on va apprendre à, voilà, à se servir et à programmer des choses comme ça, ce type de comportement-là. Donc, on verra comment ça fonctionne avec des librairies. Donc, c'est assez plaisant à programmer ça, en fait, parce que juste en faisant varier quelques paramètres, et en fait, vous obtenez, vous voyez, des espèces de grappes comme ça, de groupes d'objets qui peuvent se rejoindre ou s'éloigner ou se combiner. Donc, c'est assez chouette, en fait, à développer. On verra des algorithmes un peu plus classiques de voilà, géométrie que j'utilise moi énormément. Donc, ce type d'algorithme qui s'appelle diagramme de Voronoi. Voilà, je vous dresse une liste un peu, voilà, un peu, comment dire, un peu, voilà, un peu désordonnée. Hein, mais on va voir tout ça voilà. Donc, Voronoi, en fait, ça permet de générer ce type de graphisme, en fait. Donc, vous allez voir, avec la bonne librairie, c'est pas super compliqué, en fait. Il suffit de donner une liste de points, puis on va récupérer comme ça, toujours pareil, un tableau, une liste de structures géométriques. Donc, on verra comment on peut générer ça et comment on peut l'utiliser de manière graphique. Voilà. Donc, ça s'appelle les diagrammes de Voronoi. Et c'est très, très classique, en fait, comme algorithme. Voilà, donc on va utiliser tout ça. Je voulais vous faire découvrir aussi, tiens, j'y pense, les L-systems. Donc ça fait partie plutôt de la catégorie algorithme génétique, en fait. Donc on va être capable, en fait, grosso modo, de donner un code génétique, donc une séquence finalement comme le code génétique, l'ADN, qui est fabriqué à partir de quatre molécules. Là, on va utiliser voilà, les L-systems qui vont nous permettre. Donc, on avait déjà vu un petit peu ça l'an dernier. Je vous avais montré un algorithme qui permettait de manière récursive de fabriquer des arbres. Vous allez voir, on va progresser un petit peu dans ce domaine en ayant des comportements ou un algorithme un peu plus complexe qui va nous permettre typiquement de fabriquer ce genre de graphisme. Donc, des structures un petit peu arborescentes, mais en introduisant une part d'aléatoire et de dissymétrie, produisant comme ça des graphismes un petit peu, j'allais dire, un petit peu sensation naturelle. Voilà, on va voir ça, puis on verra tout ce qui est, voilà, ce qu'on va explorer là aujourd'hui, c'est tout ce qui est système de particules. Voilà, système de particules. Donc, on va commencer simple aujourd'hui en revoyant les bases et je vais vous présenter une notion fondamentale qui est la notion de classe. Ouais, alors, je ne sais pas si système de particules, ouais, bon, c'est pas forcément la bonne entrée ici. Mais en gros, voilà, ça permet de générer ce type de graphisme.
Voilà. Donc, ça qui a été très utilisé en fait dans les jeux vidéo. Et pour faire le lien justement avec Box 2D, on va introduire des notions en fait de force et donc des notions de masse sur un objet en fait qui est simulé. D'accord. Donc, on va travailler, je pense, ces 2 premières sessions sur ce système de particules et sur comment on va structurer en fait les données pour pouvoir manipuler justement plusieurs systèmes de particules en fait. Donc on va voir comment on peut créer ce qu'on appelle dans P5JS, d'ailleurs pas que dans P5JS, une notion de classe en fait, et ça va nous permettre en fait de grouper, vous allez voir, des variables dans une espèce de même espace de nommage, et ça va nous permettre surtout de manipuler des objets plus compliqués. Donc, on va repartir sur la méthode un petit peu naïve et je vais vous montrer comment on va créer un objet qui va intégrer plusieurs propriétés. Et vous verrez l'intérêt de grouper ces propriétés, c'est que ça va nous permettre en fait de manipuler des objets un petit peu complexes de manière assez simplifiée en fait. D'accord. Donc, on va se créer en gros, on va créer un objet particule qui va avoir des propriétés. Et dans notre programme principal, plutôt que de s'occuper de manipuler les positions, etc., on va juste en fait manipuler des objets particules. D'accord. Et donc, on va voir ça, on va reprendre tranquillement tout ça. Donc ça nous amènera vers la notion de force. Donc, vous allez voir, on va créer des systèmes dynamiques qui utilisent la notion de force. Donc, on va créer ce qu'on appelle des répulseurs ou des attracteurs, c'est-à-dire on va créer des choses qui vont pouvoir attirer les particules, les repousser. Donc, on va faire tout ça avec une notion justement simple de force, c'est-à-dire voilà, comment dire, de champ qui attire des masses ou qui repousse des masses. Donc, ça va créer des comportements. Et après, on fera le lien, avec Box 2D. D'accord. Donc là, on fera ce lien. Donc, on va travailler sur cet environnement d'abord et ce qui me permettra de remettre ou de vous remettre en selle, ou en tout cas de rappeler les notions donc de tableau, et je vais présenter les notions de classe. Mais tout d'abord, on va passer par la notion, revoir cette notion de variable qui est centrale. Alors, donc je vais fermer ça. Je vais fermer ça aussi. Voilà, je vais tout fermer d'ailleurs. Donc ça, c'est bon. Voilà, donc je ne sais plus si je voulais copier, mais voici donc l'adresse du GitHub. Donc, je vous ai remis sur la page les correspondances, enfin en tout cas la collection de sketchs qu'on avait étudiés l'an passé. Donc là, pareil, je vais faire une collection de sketchs online que vous pourrez retrouver. Oui, et pardon, alors donc la finalité de ce TD, donc ce sera, je pense, on va faire une petite expo à la Fabrique Paula. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, je vous en avais parlé l'an dernier de la Fabrique Paula, je pense que oui. Donc, c'est le lieu où installer mon studio. Puis, voilà, sont installées beaucoup d'autres associations dans le domaine et studios dans le domaine de la création graphique, architecture, performance, voilà, vidéo mapping, tout ça. Et donc, l'idée, ce sera je pense, de penser une installation vidéo projetée. Donc, je pense qu'on va, ou alors ça pourra être, alors j'en sais rien, j'ai pas du tout réfléchi. Donc, l'idée, ce sera de prendre peut-être, alors je verrai en fonction de l'emploi du temps, mais peut-être de se prendre une session, peut-être pour travailler sur la scéno. Donc, je vous ferai venir à la Fabrique Paula un lundi matin. Et puis, peut-être pour imaginer la scénographie, et puis une autre session où on fera l'installation. Donc, peut-être ça débordera sur les horaires, donc il faudra peut-être prévoir peut-être 1 heure de plus ou une bonne matinée. Donc, je verrai ce qui est possible avec l'administration et puis voir si vous êtes d'accord après pour prendre un peu sur le temps libre. Mais voilà, l'idée, c'est de se dire en avril, on fera une installation à la Fabrique Paula. Donc, il faudra penser à tout ce qui est communication et puis peut-être aussi captation. Voilà, donc
il faudra peut-être se répartir les rôles pour que chacun puisse faire et qu'on fasse des images et tout ça. D'accord? Voilà. Donc tout ça basé sur du numérique. Alors peut-être on refera, j'en sais rien, une expo Axidro. Enfin, pour l'instant, je sais pas du tout, quoi. J'ai pas du tout réfléchi. Ou ça pourrait être peut-être faire des prints et montrer sur une vidéoprojection vos animations. Enfin bon, je pense qu'on en discutera, à mon avis, voilà, mi-février, d'ici un mois, en fonction déjà de ce qu'on aura vu et de ce qu'on pourra imaginer. OK? Donc voilà, la finalité, ce sera ça. Je pense que le projet, ce sera là, plutôt que des cartes postales cette année, pour vous, ce sera faire une installation numérique et pourquoi pas interactive. Donc j'avais peut-être pensé aussi à faire une installation en utilisant notre système. Donc vous avez dû recevoir interaction.art. Donc là, je vous parle rapidement. C'est un appel à projet qu'on a gagné avec Guillaumit et on est en train en fait de fabriquer. Alors est-ce que j'ai des images à vous montrer? J'ai peut-être une image à vous montrer. Donc on va développer. Alors c'est plutôt pour la fin de l'année. Voilà. On va développer en fait un principe. Alors c'est comment vous expliquer? En fait, on va développer principalement ici ce module qui va être en fait un module qui va permettre de capter en fait une installation numérique en la filmant. Voilà. Donc imaginez, vous avez une installation in situ qui peut être à Paula ou ailleurs, et grâce à ce module, on va pouvoir la filmer et diffuser en fait la vidéo de cette installation, alors qui peut être une projection, mais ça peut être, comme l'a imaginé Guillaume, ça peut être aussi des personnes qui font une performance en temps réel. Et l'idée donc qu'on a eue, alors je vais faire moins, c'est donc de pouvoir interagir en temps réel à travers une interface web avec le dispositif qui est filmé. D'accord? Donc, c'est imaginer, par exemple, donc ces personnes-là qui font une performance pendant 2 heures. Et à travers donc une interface web assez simplifiée, où on va pouvoir interagir par le biais, j'en sais rien, du mouvement de la souris, du mouvement de la tête, j'en sais rien, c'est bon. Tout ça, c'est encore à définir. On va pouvoir interagir, c'est-à-dire peut-être afficher des choses autour, des motifs, dessiner des choses, si les personnages ici comportent de l'électronique, pouvoir allumer, enfin voilà. Donc il y a vraiment cette double direction, c'est-à-dire de filmer une œuvre numérique et de pouvoir à votre tour interagir. Donc sur le principe évidemment d'une file d'attente, hein, si on est 10 000 à vouloir interagir en même temps, bien, en fait il y aura cette notion d'attente et on pourra interagir soit à 1 ou soit à 2, voilà, ou à 3 ou à 4 en fonction du dispositif. Donc, quand je vous ai envoyé le petit brief à Claire, l'idée c'était peut-être d'utiliser ce prototype en fait qu'on va commencer à développer là au studio d'ici, je pense, d'ici un bon mois. Et donc de vous faire utiliser peut-être ce prototype pour penser en fait une interaction multiples à distance à travers donc soit le téléphone portable ou soit une interface sur un écran. Donc sachant que évidemment le but, l'objectif, c'est pas de complètement dématérialiser tout ça, mais c'est d'avoir aussi une interface, une interaction sur place aussi, donc possible. Voilà, donc je vais réfléchir à tout ça et voir un petit peu où on en est, mais bon, c'est en tout cas dans la réflexion que j'avais menée avant de démarrer ce TD sur ce semestre. Voilà, donc en tout cas, si c'est pas possible ou si les développements sont pas assez avancés, on pourra aussi, alors ça faisait partie des options, mais utiliser le moteur de texto qu'on a développé au studio. Donc, c'est-à-dire utiliser l'interaction texto temps réel pour interpréter les messages et peut-être créer une installation à partir des messages en temps réel. Voilà. Donc ça faisait partie aussi peut-être des options que je voulais vous proposer. Et voilà, donc ce projet, pareil, il se fera en groupe. Voilà. Donc
On verra en fonction, donc je pense que vous êtes une vingtaine, donc ce sera peut-être des projets comme l'an passé. Alors, je ne sais plus, non, l'an passé, vous étiez à 2. Non, là peut-être le projet, ce sera 4, 3 ou 4, voilà. Pas qu'il y ait trop de projets que je puisse gérer aussi, moi, j'allais dire le service après-vente, mais ce n'est pas vraiment ça. Enfin, en tout cas, vous accompagner là-dessus, quoi. Voilà, donc voilà à peu près pour le programme. Donc je pense qu'on commencera à réfléchir à tout ça d'ici un mois et pour préparer sur les 5 ou 6 dernières séances, donc la moitié du semestre sera, je pense, consacré à ça, avec une orientation évidemment des techniques, des algorithmes en fonction de ça. Voilà. OK. OK. C'est parti. Alors, donc on va se reconnecter donc sur l'éditeur. Donc, je vous avais demandé de retrouver les identifiants. Et alors, je regarde, je surveille l'heure. Oui, 11h13, ça va. Et donc, on va repartir sur un sketch et on va donc revoir un petit peu cette notion de comment dire, de billes en fait qu'on avait vu, qu'on avait modélisé l'an dernier, donc sous forme de dessin d'un cercle et en utilisant donc des variables qui allaient décrire un petit peu son état, donc à savoir sa position, mais aussi sa vitesse. Et là, on va introduire aujourd'hui une nouvelle notion qui va être la notion d'accélération. Alors, je n'arrivais pas tout à l'heure à me souvenir si je vous en avais parlé ou pas, mais on va introduire ça. Et on va voir comment donc on peut grouper ces propriétés dans un seul objet qu'on va appeler une classe, en fait, qui va nous servir un petit peu de patron pour penser à une espèce de prototype qui va nous servir à créer tout un tas de billes différentes. D'accord ? Donc on va voir comment on peut ces propriétés, les encapsuler dans un objet qu'on appelle une classe, et comment on va pouvoir créer plusieurs objets à partir de cette définition de classe. D'accord ? Et donc, ça va nous permettre ensuite de tout simplement de dupliquer ces objets et de gérer vraiment le code qui concerne l'objet que dans un seul fichier. D'accord ? Donc, on va repartir simplement pour l'instant sur la création d'une bille toute simple. Donc, on va se remettre dans le bain par le biais de cet exemple qu'on avait étudié, je pense, c'était l'an dernier, on était bien aux 2/3, je pense, du semestre. Donc, je vous rappelle le cadre un petit peu d'un programme processing. Donc, vous avez ce qu'on appelle ici le gestionnaire de démarrage, donc qui va nous permettre d'exécuter une série ici d'instructions dans cette partie-là, entre les accolades. Donc, en général, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va initialiser des données et en particulier, on va initialiser la création donc, de notre canvas. Donc, je vous rappelle, le canvas, c'est un élément donc, du HTML qui nous permet de faire du dessin libre sur cette surface. Donc, si je fais ici Run, on crée un élément ici sur lequel on va dessiner. D'accord ? Donc ça, gestionnaire de démarrage, function setup, avec ici donc une série d'instructions qu'on va positionner donc dans le bloc de code délimité par ces accolades. On va avoir ensuite le gestionnaire donc de dessin, donc function draw ici, qui va nous permettre ici de dessiner de manière dynamique sur cet espace. Donc, je vous rappelais que ça, j'appelais ça la boucle de dessin. Pourquoi boucle de dessin ? Parce que ce bloc de code-là va être exécuté de manière régulière au cours de l'exécution du programme. D'accord ? Donc, vous vous souvenez, on plaçait ici une série d'instructions et ces instructions-là allaient être répétées 30 ou 50 fois par seconde, d'accord ? En fonction de alors, je ne sais plus quelle est la fréquence de rafraîchissement, mais c'est de cet ordre-là, d'accord ? Donc, il faut imaginer qu'une fois qu'il a fini d'exécuter c'est toutes ces instructions ici, il patiente un peu, il revient à l'instruction de la ligne 11 et puis il déroule. D'accord ? Il déroule le programme. Donc, c'est ce qu'on appelle la boucle de dessin et c'est parce qu'il y a cette notion de retour à la première instruction qui est encapsulée ou embarquée dans ce code dans ce bloc de code.
D'accord? Donc, on avait vu d'autres gestionnaires qu'on va revoir au fur et à mesure. Donc, notamment, on avait vu ici le gestionnaire qui permet de capter quand l'utilisateur appuie sur une touche de la souris, qui était le gestionnaire mouse pressed. Donc, vous voyez un gestionnaire, c'est toujours la même écriture, c'est function, un mot-clé, des parenthèses avec éventuellement des paramètres en entrée, et puis ici un bloc de code donc, qui est toujours délimité par une accolade entrante et puis une accolade fermante. Donc, je vous rappelle ça. Ce bloc de code, il peut être aussi contrôlé par une structure if ou bien par une structure de boucle, ce qui nous permet de répéter. Donc ça, on va revoir ça notamment sur l'utilisation des tableaux. D'accord? Bon, pour l'instant, on va simplement se modéliser une bille. Donc, alors, je fais des erreurs. Là, hop. Donc, je vous rappelle, une fonction de dessin qu'on a vu, revu et trivu, c'est l'ellipse. Donc ça s'appelle une commande. Toujours, je parlerai de commande, méthode ou instruction. Et cette commande-là, donc elle permet de dessiner une ellipse. Tiens, j'ai même utilisé, la fonction circle. Permet de dessiner un cercle et donc comme toute fonction, elle va prendre soit pas de paramètres, donc c'est le cas pour les fonctions de dessin type nofill ou nostroke, ou elle va prendre donc plusieurs paramètres qui vont venir personnaliser un petit peu en quelque sorte l'instruction. Donc notamment, on va lui passer en premier paramètre sa position sur l'axe des X. Vous vous souvenez que quand on positionne en fait sur un canvas une forme géométrique, en fait, elle est repérée par rapport à ce point ici, donc en haut à gauche, qu'on appelle l'origine du repère. Et de manière implicite, en fait, il y a vraiment un axe ici qui permet de positionner de manière horizontale nos formes géométriques. Donc ici, avec une valeur qui peut aller de 0 jusqu'à 400. Et sur la hauteur, pareil, de 0 en haut jusqu'à 400 en bas. D'accord? Donc on va positionner notre cercle en lui donnant, là je vais lui donner la position classique 200-200, donc qui correspond au centre de l'écran. Et on va lui donner donc un diamètre, qui est sa dimension. D'accord? Donc le diamètre, je vais lui donner par exemple 50. D'accord? Donc ça, voilà, si vous ne vous souvenez pas, vous toujours pareil, une référence ici. Donc vous pouvez, je remontre, vous pouvez cliquer ici dans Help référence, ça vous amène directement sur la référence et ici vous pouvez faire une recherche, donc voilà, circle, et il vous amène directement ici, voilà, sur la définition, donc sur la fiche qui correspond en fait à la définition de la fonction. Donc ce qui est important de voir, c'est ce qu'on appelle donc la syntaxe, c'est-à-dire comment va s'écrire cette fonction et surtout à quoi correspondent en fait les paramètres qu'on va passer à l'intérieur de cette fonction. Donc là, ici, on voit qu'on a 3 paramètres. Donc on a x qui correspond à la coordonnée, donc le centre en x de notre bille, donc par rapport à ici. Le y qui correspond à sa position par rapport à ici. Et donc d qui correspond au diamètre, c'est-à-dire la taille du cercle. Donc, c'est deux fois le rayon. OK? Voilà, donc ces 3 paramètres-là, il faut les mettre en parallèle ou en tout cas en regard de la définition de ces paramètres. Donc, je vous rappelle que chaque méthode a son nombre de paramètres qui est propre à la définition de la fonction et que les paramètres qu'on va passer, eh bien, leur signification en fait, va dépendre de la fonction. Donc, par exemple, pour créer de canvas, là, on ne passe pas de position, mais on passe plutôt des dimensions qui sont la largeur et la hauteur donc, de notre espace de travail. Donc, je vous rappelle, par exemple, si je décide de diviser par 2, vous voyez que ça divise par 2 la hauteur de mon espace. D'accord? Donc là, je remets en 400. Et donc, vous voyez que ici, si je reste en 400-200, vous voyez que mon cercle, en fait, il est bien en position 200 au centre de l'écran. Et 200, donc ce qui correspond à la limite basse de mon écran. Donc, c'est pour ça que je vois qu'un demi-cercle. D'accord? Donc, 400 et 400. Je remets en 400-400 pour être plus à l'aise. D'accord? Donc ça, bien se rappeler qu'on a une commande qui est connue, donc qui fait partie de la définition
donc de P5JS. C'est pour ça qu'elle se dessine ici avec voilà, un gras et puis couleur bleu foncé. Et donc, on passe une liste de paramètres. Donc, là, je vous rappelle que les paramètres, ça peut être, évidemment, on a travaillé énormément avec des nombres, mais ça peut être aussi d'autres objets. Ça peut être des chaînes de caractères, ça peut être des couleurs, enfin, tout un tas de types de variables qui doivent, encore une fois, correspondre vraiment à la définition de la fonction. OK ? Voilà, donc ça, c'est très simple. Donc la fonction background, vous vous en souvenez, elle permet de dessiner un fond avec un seul paramètre qui est un niveau de gris. D'accord ? Voilà. Donc on avait cette fonction background, donc 220. Donc si je mets 0, vous vous souvenez, c'est le niveau de gris le plus bas, donc c'est du noir. Et si je passe ici 255, on était sur du blanc. D'accord ? Voilà, donc je vais rester avec background 200. Voilà, donc tout ça, on va revoir. Hein. Je réexpliquerai au fur et à mesure, mais je pars du principe que ça évoque des souvenirs et que ça ne pose pas de problème particulier. OK ? Donc, ce qu'on avait fait pour créer notre modèle de bille, c'est qu'on avait, plutôt que d'écrire explicitement ici donc les valeurs numériques, on était passé plutôt par ici ce qu'on appelle des variables. Alors, les variables, ça permet en fait à un nom d'associer une valeur. Donc, il y a vraiment cette association entre nom de variable égale et une valeur. Et cette valeur, on va pouvoir la faire évoluer, donc soit en fonction des interactions ou soit au cours du temps. Donc, on avait fait des animations l'an dernier justement sur les systèmes de particules ou d'autres types de dispositifs. Donc, une variable, ça va permettre de manipuler une quantité qui va pouvoir, comme son nom l'indique, varier au cours du temps ou au cours de l'existence ou au cours des événements qui vont se dérouler dans le programme. Donc là, on va créer une variable qui va être associée à la position de notre particule. D'accord ? Donc, on va écrire ça sous cette forme comme ça. On va dire, alors je vais l'appeler simplement x égale 200. D'accord ? Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'associe au symbole x la valeur 200 par le biais de ce signe égal. Donc le signe égal, ce n'est pas un signe au sens où on l'entend classiquement de comparaison. Donc quand on dit par exemple 4 égale 2 fois 2, donc là, on a cette habitude-là du égal étant un signe de comparaison. Là, en programmation, le signe égal, c'est un signe d'association, en tout cas d'assignation. C'est-à-dire qu'on va placer. Alors, il y a des langages, en fait, de vieux langages qui, je ne sais plus lesquels, mais qui écrivaient ça comme ça. C'est-à-dire là, on met 200, on l'associe à notre quantité ou à notre symbole X. D'accord ? Et donc, on va faire pareil. On va se définir une deuxième variable qu'on va appeler Y. OK ? Donc, plutôt que d'utiliser ces valeurs explicites ici, 200 et 200, on va utiliser donc les variables qu'on a définies. D'accord ? X et Y. Dans le processing, en fait, P5JS va rencontrer ces symboles X et Y qui, a priori, il ne les connaît pas. Il va regarder, en fait, si elles sont définies. Oui, c'est bien défini ici. Et il va remplacer, en fait, donc ce symbole, entre guillemets, le remplacement, c'est vraiment entre guillemets, hein. Il va le remplacer par ces valeurs. D'accord ? Donc, on aura exactement le même programme. D'accord ? Donc, quel est l'intérêt de faire ça ? L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir faire évoluer X en fonction du temps ou en fonction d'autres paramètres. D'accord ? Ce qu'on n'aurait pas pu faire si on avait écrit directement 200 et 200. Alors, qu'est-ce qui se passe si je fais une erreur de syntaxe, j'écris XXXXX. Ça, j'ai le droit de l'écrire. Par contre, ce symbole-là, il est défini nulle part dans notre programme. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va récupérer une erreur, ce qu'on appelle une erreur de syntaxe. Donc, processing vous dit en gros que cette variable-là, XXXXX, elle n'est pas définie. D'accord ? Ce qui est logique, puisque nulle part on a écrit let XXXXX égale quelque chose. D'accord ? Donc ça n'existe pas. Donc, processing vous l'indique et vous voyez que rien ne s'affiche puisqu'on a une erreur de syntaxe. Donc, quand on utilisera comme ça des variables, il faudra toujours prendre garde à bien les définir. Donc, vous avez vu, ça se définit toujours avant le setup. Donc, avant le setup, c'est ce qu'on appelle des variables globales
qui vont être disponibles dans tout votre programme, d'accord, dans n'importe quel des gestionnaires. Donc ça c'est par opposition aux variables locales qu'on peut définir parfois et qui nous servent de manière temporaire, un petit peu comme des, on va dire comme des, j'en sais rien, des objets qu'on manipule et puis qu'on jette aussitôt parce que ils ont effectué les opérations qu'ils devaient effectuer, puis on n'en a plus besoin. Là, voilà, c'est ce qu'on appelle ici, donc, alors je vais l'écrire, tiens, ici, donc ça c'est mon gestionnaire de démarrage, et ici, donc, ça c'est ce qu'on appelle la partie déclaration donc, de variables. Variables globales. Pourquoi globales? Parce qu'elles vont être vraiment disponibles. Quand notre programme va être exécuté, elles vont être disponibles tout le temps et partout. Voilà. Être disponibles, donc là, notamment dans le setup et dans le draw, d'accord? Et dans tout autre gestionnaire qu'on pourrait définir. Donc, je remets la bonne syntaxe. Je vais vous passer, alors, tiens, je vous passe si vous voulez suivre en même temps. Donc, j'ai essayé de sauver au fur et à mesure. Voilà, si vous voulez, voilà, si vous avez des erreurs de syntaxe, vous pouvez suivre en même temps. Et voilà. Donc voilà, donc un programme qui s'articule donc autour du setup, du code qui est exécuté une fois, du draw, donc boucle de dessin qui nous permet de faire du dessin dynamique, et une déclaration de variables, donc variables qui vont nous servir pour nos dessins et pour faire évoluer ces quantités au fur et à mesure donc de l'existence de ou du fait que le programme tourne. Alors ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait ici, avant de dessiner notre bille, on avait fait évoluer donc cette variable x. Donc on avait écrit des choses comme ça. X égale x par exemple plus, on va faire plus 2, d'accord? Donc ça c'est une écriture qui est toujours un petit peu difficile à appréhender quand on la voit les premières fois. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Donc là, c'est une écriture qui peut paraître un peu surprenante. C'est comme si on écrivait, j'en sais rien, 2 égale 2 plus 2, quoi. Si x égale 2. Donc souvenez-vous que ce signe-là, c'est vraiment pas le signe donc, de comparaison. On ne compare pas x à x plus 2. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la valeur x plus 2 et on va, cette valeur-là, donc x plus 2, donc si x vaut 200, on va calculer 200 plus 2, ça va faire 202. Et cette valeur-là, on va la remettre dans x. D'accord? Donc, on va la replacer dans x. Ce qui fait que quand il revient le prochain coup, x vaudra 202. On va y mettre 202 plus 2, ça va faire 204. On remet ça dans x, on dessine, et donc on va avoir ce résultat graphique. D'accord? Vous vous souvenez de ça? Donc ça, on faisait évoluer finalement notre bille en fonction ici de ce qu'on appelle une vitesse en fait. Ça, on peut considérer que c'est la vitesse. Si je mets par exemple 0,5, eh bien là, elle va aller tout doucement. Ça veut dire que pour un dessin, elle avance de 1 demi-pixel. Si un demi-pixel correspond vraiment à une définition particulière. D'accord? Et donc on peut essayer des valeurs plus grandes. Donc on peut essayer aussi, donc là on se déplace, on rajoute 5, mais on peut aussi aller dans l'autre sens. D'accord? On peut dire va dans l'autre sens. D'accord? Donc là, au lieu de rajouter 5 et de se déplacer sur les x croissants, on se déplace sur en reculant sur les x décroissants. D'accord? Ça va pour l'instant? Je vais pas trop vite. Bon, n'hésitez pas. Alors, je sais que Emma, ça peut te paraître un peu crypté là, tout ce qu'on raconte. Mais voilà, bon, c'est une question d'habitude et puis peut-être si tu peux regarder les vidéos, tu vas voir ces écritures, on va les retrouver un peu partout. Donc, vous voyez que là, on fait évoluer x, mais on peut évidemment faire évoluer de la même manière, on peut faire évoluer y. Okay, s'écrit de la même manière. Et là, à la fois, notre bille évolue sur l'axe des x, donc elle se déplace soit à droite, soit à gauche, ou soit ici, on l'a fait se déplacer sur les y, donc, mais sur la pente descendante, donc c'est-à-dire plus 2.
Donc, on va faire ce qu'on avait fait les semaines, enfin, je vais dire la semaine dernière, mais non, on n'était pas là la semaine dernière. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on va, pareil, ces quantités numériques, plutôt que de les écrire explicitement ici, en fait, on va y associer donc une variable. D'accord? Donc, on va dire, ça, on va dire que c'est la vitesse en x. Donc, on va dire -5. Et pareil, on va écrire la vitesse en y. D'accord? Donc, vous voyez qu'avec ces 4 variables-là, finalement, on décrit quelque part le comportement en fait, de notre bille. En tout cas, comment elle va se déplacer sur x et avec quelle vitesse, en fait. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler quelque part l'état de notre dessin. Enfin, en tout cas, l'état de notre modèle de billet, plutôt. Donc ça, une fois que j'ai déclaré ces deux variables, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc remplacer ici les valeurs explicites par les valeurs donc x, vx et ici plus vy. Donc là, on a ce qu'on appelle une équation de mise à jour en fait d'une variable x qui va dépendre d'une vitesse. Donc ça paraît logique, c'est un petit peu voilà, ce qu'on apprend. Si je suis dans une voiture, je vais à 100 km/h, et la vitesse, c'est ce qui permet de décrire en fait l'évolution de ma position au cours du temps. D'accord? Donc là, c'est exactement ce qu'on fait. Donc si je relance ce programme, OK, ça fonctionne. Super, donc je vais changer les variables ici. OK, ça fonctionne. D'accord? Donc ça, limite, on pourrait faire ce qu'on a fait, ce que je vous avais montré l'an dernier. On va pouvoir utiliser plutôt la fonction random pour ajouter un petit peu plus de fun dans l'histoire. Donc vous vous souvenez, random, c'est une commande qui permet de sélectionner un nombre au hasard sur une plage de valeurs. Donc on va lui dire par exemple random de -5, 5, de -5,5, et lui va choisir au hasard, à chaque fois qu'on va appeler random, une valeur aléatoire. Donc là, c'est ce qu'on va pouvoir utiliser. On va pouvoir lui dire, choisis-moi une vitesse, quand tu démarres le programme, aléatoire entre -5 et 5. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il va exécuter le programme, Vx va prendre une valeur aléatoire qu'on ne peut pas prévoir, qui va varier entre -5 et 5. Alors, ça pourrait être 0, auquel cas, ça veut dire que sur Vx, on aura une bille immobile. Ça pourrait être, par exemple, la valeur 1,5, auquel cas, on va avoir une bille voilà, qui se déplace sur les x positifs. Donc là, hop, je vais relancer. Alors, ça ne marche pas. Pourquoi? Une erreur. Syntaxe. Random is not defined. Why is that? Alors, je vais aller voir la définition de random. Alors, peut-être que je n'ai pas le droit de l'utiliser directement là. Donc, c'est fort probable. Random. Si, pourtant, random. Oui, non. J'utilise bien cette forme-là. Alors, c'est peut-être que j'ai pas la possibilité, je pense, de l'utiliser avant le setup. Alors, je ne savais pas ça. Ça me paraît bizarre. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici donc, le remettre à 5, une valeur par défaut. Et dans le setup, on va écrire donc Vx égale random de -5,5. Donc là, vous voyez ce que je fais, c'est que je ne redéclare pas la variable. Je n'ai pas utilisé le mot-clé let. Par contre, je réassigne à Vx une nouvelle valeur. Donc, il va venir au démarrage écraser cette valeur ici 5. D'accord? Par une valeur donc aléatoire. Voilà, ok. Bon. Donc, je ne savais pas que je n'avais pas la possibilité d'utiliser random hors du setup et hors du draw. Voilà. Et donc, vous voyez que chaque fois que je relance, en fait, j'ai ma direction en X qui est random. D'accord? Donc, un coup, il part à droite, un coup, il part à gauche. Voilà. Donc, random, je vous rappelle, donc ça, pareil, on va l'utiliser énormément. Ça permet de sélectionner une valeur aléatoire entre une borne inférieure et une borne supérieure. Bon, on va faire pareil, évidemment, vous en doutez, pour VY. Et donc là, pareil, je vais mettre -5 et 5. OK.
Là, on devrait avoir, donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'an dernier, on avait fait un système de particules comme ça, où on créait, je ne sais plus, une centaine de particules, et puis tout explosait ici parce qu'on donnait des variables, des vitesses, une position qui était identique au centre de l'écran, par contre une vitesse aléatoire. Hein. Donc voilà, donc ça fonctionne pour tout le monde, ouais. Ça va? Ok. Oui. Ouais, c'est bon. Donc, alors, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait aussi contraint notre bille à l'intérieur de l'écran. Donc, vous vous souvenez, on avait utilisé, donc j'avais profité de cet exemple pour introduire la notion de branchement, de bloc conditionnel, c'est-à-dire la possibilité d'écrire des choses comme si la bille dépasse la droite ou la gauche de l'écran, eh bien, on va la renvoyer de l'autre côté. La renvoyer de l'autre côté, c'était en fait inverser sa vitesse. Donc, plutôt que si elle arrive ici, voilà, ici vers le bas, donc ça veut dire que sa position va dépasser une certaine valeur. La renvoyer de l'autre côté, si vous vous souvenez, c'était inverser le signe de sa vitesse. Donc en gros, si la vitesse ici était plus 2, la renvoyer de l'autre côté, c'était dire, au lieu de prendre plus 2, tu prends moins 2. D'accord? Ce qui faisait remonter la bille. Donc on avait écrit quelque chose comme 4 conditions qui correspondaient en fait aux 4 coins de notre fenêtre. Hein. Donc on disait, si elle dépasse à droite, si elle dépasse à gauche, si elle dépasse en haut ou si elle dépasse en bas, à chaque fois on inverse la vitesse correspondante. D'accord? Donc c'est ce qu'on va réécrire, ce qui nous permet de revoir en même temps. Donc là on a revu rapido la notion de variable, hein, mais on va revoir tout ça de manière récurrente. Et donc là, on va écrire nos conditions. Donc, à quelles conditions, en fait, la bille, ici, va sortir sur la gauche? En fait, on va regarder sa position et on va la comparer donc à la valeur 400. On va dire, si la variable qui correspond à la position de ma bille, donc qui est x, est supérieure à 400, alors, donc supérieure à 400, ça veut dire qu'elle sort vraiment de cette zone-là, et bien alors je vais inverser sa vitesse. Donc on va écrire un truc un peu choquant, on va écrire Vx égale moins Vx. D'accord? Donc ça veut dire qu'on va prendre Vx qui vaut par exemple 12, non pas 12 puisqu'on est entre moins 5 et 5, donc Vx qui vaut par exemple 5, et on va mettre moins devant, donc moins 5, ça va repartir de l'autre côté. Si on est dans l'autre sens, si Vx vaut moins 5, moins 5, ça vaut 5. D'accord? Et on repartira de l'autre côté. Voilà. Donc, on va revoir ça, ne vous inquiétez pas. Donc là, on va écrire des choses comme si donc x, donc la position de ma bille, est supérieure ou égale à donc 400, qui correspond donc à la position du bord de l'écran ici, eh bien, on va donc contrôler ce bloc de code-là. D'accord? On va contrôler, donc, je vous rappelle, un bloc de code toujours entre accolades. Et donc là, il est contrôlé par le résultat de cette comparaison. Donc là, on a bien une comparaison. Et si cette comparaison est valide, donc si x, par exemple, vaut 401 ou j'en sais rien, ou 410, eh bien, on effectue ce bloc ici. On exécute ce bloc de code. Donc, on va écrire Vx égale moins Vx. D'accord? Donc là, on va balayer tous les cas. Donc on va balayer les cas possibles, il n'y en a pas 15 000. C'est Vx va être positif quand on arrive ici. Et donc là, cette écriture-là permet d'inverser le signe. D'accord? On inverse. Donc on va essayer de tester. Donc on va essayer de trouver une bille qui va. Donc voilà, il faut que je trouve une valeur. Voilà. Donc là, je ne sais pas si vous l'avez vu. Alors, il faut que évidemment, je vais en lancer 10. Il n'y en a aucune qui va aller sur le bord de l'écran. Non. Voilà. Tac. D'accord? Vous avez vu le rebond? Donc ça, c'est parce que, à un moment donné de l'exécution de mon code, la valeur x a dépassé la valeur 400 et donc j'ai exécuté ce bloc de code qui inverse la vitesse. Donc on passe peut-être de 4 à moins 4. Et le fait d'avoir une vitesse moins 4 renvoie la bille de l'autre côté. D'accord? Donc on va affiner ça après parce que vous avez vu que la bille en fait on considère en fait son centre, ce qui n'est pas tout à fait exact. On aimerait bien plutôt considérer le bord en fait de la bille. Hein.
Mais ça, on va affiner après. On n'en est pas là pour l'instant. Bon, ben, on va faire pareil avec, eh bien, avec l'autre côté. Donc, on va écrire les autres conditions. On va dire ben, si donc, x est inférieur ou égal à 0. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, inférieur ou égal à 0, ben, ça veut dire qu'on est de l'autre côté. Donc, notre bille est arrivé complètement à gauche. Eh bien, on refait la même opération. Vx égale donc moins Vx. D'accord? Ça paraît logique d'inverser la vitesse en x si elle tape soit à droite ou soit à gauche. D'accord? C'est la même chose. Sauf que dans un cas, la vitesse sera positive et dans l'autre cas, la vitesse sera négative. Ok, bon, on va essayer, ouais, enfin, on va essayer ça. Alors, juste pour l'exemple, je vais mettre une vitesse ici, je vais multiplier, donc Vy, je vais le mettre à 0. D'accord? Donc, ça va nous permettre juste de voir, en fait, paf, voilà, notre rebond. D'accord? Voilà. Donc, ça fonctionne. Donc là, j'ai juste multiplié, en fait, le random ici, j'ai multiplié par 0. Donc, 0 fois quelque chose, c'est toujours 0. Et donc là, on vérifie bien que ben, c'est cool, ça fonctionne bien. D'accord? Je ne sais plus si l'an dernier, on avait fait un Pong. On avait fait ça? Je ne me souviens plus. On avait fait un Pong, ouais, voilà. Bah, le Pong, voilà, ce serait tester, en fait, si la raquette, si la bille rebondit, en fait, sur une raquette qui est présente ici. Donc, ce serait un petit peu affiner notre if en testant, au lieu de tester simplement ici ou ici, mais on testerait, on aurait une petite fonction qui nous dit si, voilà, si la bille, à ce moment-là, coïncide avec la présence d'une raquette, qui pourrait être symbolisée par, voilà, par une taille et une position. Okay, bon, ben on va faire pareil avec Y. Donc, les écritures vont être strictement identiques. Donc, je vais les écrire. Alors, moi, en général, ce que je fais, c'est que je copie-colle les blocs comme ça qui sont identiques. Mais on va écrire la même chose ici. Donc, on va dire, bah, si Y supérieur ou égal à 400, correspond là au bas de l'écran, eh bien, on va ici inverser donc notre vitesse. D'accord? Moins Vy. Okay. Et on va dire, donc, dans le cas où else, si notre bille est inférieure ou égale à 0, donc là, c'est qu'elle est arrivée en haut, ben pareil, on fait pareil, on inverse. Vy égale moins Vy. Donc là, vous avez 4 conditions. Donc ça, la condition qui correspond, hop, à droite de l'écran. Ça correspond à gauche. Ça correspond ici. Donc Emma, ça en fait, c'est ce qu'on appelle des commentaires en fait. Quand tu mets slash, en fait, ça permet de mettre du texte libre après et de rajouter du commentaire libre dans le code. Voilà, on peut écrire ce qu'on veut sur une ligne. Voilà, donc là, Y supérieur ou égal à 400, ben, ça veut dire qu'on est en bas. Et ça veut dire que, eh bien, on est arrivé en haut. OK? On va tester ça et normalement, alors évidemment, ouais, on va essayer de la faire aller un peu plus vite. Donc là, normalement, voilà, elle ne sort plus de notre écran. D'accord? Elle est contrainte à l'intérieur de notre canvas. Paf, paf. D'accord? Voilà, donc ça, on avait vu ça à l'occasion des if. Hein. Donc, je vous rappelle, if, ça s'écrit vraiment if, entre parenthèses, une condition. Donc, en général, la condition, ben, on va mesurer, ou en tout cas, on va comparer deux quantités. Donc, ici, on compare une position à une valeur. Hein. Donc, attention, il faudra faire attention hein, quand on écrit des conditions à comparer des choses qui sont comparables. Et eh bien, si la condition est vérifiée, eh bien, on exécute le bloc de code qui dépend donc du if qui est rattaché à ce bloc de code. Hein. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces blocs de code-là, que j'ai mis entre accolades, ne sont pas exécutés de manière systématique. C'est-à-dire que quand la bille est au milieu, eh bien, on n'a pas ce bloc de code-là, ces blocs de code-là sont ignorés. D'accord? Donc c'est pour ça, c'est important, c'est une structure qui est importante, elle permet d'exécuter du code que quand des conditions sont vérifiées. OK? Bon, mais c'est déjà pas mal tout ça. Alors on va juste améliorer notre sketch de sorte
à se débarrasser un petit peu de ces valeurs numériques 400 et 400 ici. Alors, s'en débarrasser, ça veut dire juste utiliser des variables en fait, qui correspondent à la taille de notre canvas. Alors, pourquoi on fait ça? Parce que simplement, si je décide voilà, de changer la taille ici, de mettre 600-400, eh bien, ma comparaison va plus fonctionner. D'accord? Donc, je vais avoir ma bille qui va rebondir par là. Et ce n'est pas forcément le comportement que je veux. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, au lieu d'utiliser ici 400, on va utiliser une variable qui est définie automatiquement par processing, qui s'appelle width. D'accord? Vous vous souvenez, width, c'est une variable automatiquement créée par processing quand on fait create canvas. Vous vous souvenez de ça? Donc ça, c'est une variable qu'on n'a c'est pas la peine de la définir. Elle est automatiquement générée quand processing est lancé. Donc là, je relance avec 600 et 400. Et vous voyez, alors je vais agrandir un petit peu ma fenêtre. Vous voyez que là, je peux mettre des valeurs, ici, les valeurs qui me chantent. D'accord? Voilà. D'accord? Voilà, là, ça fonctionne. Donc là, on va faire pareil pour Y. Je vais mettre, plutôt que 400, je vais mettre la variable 8, d'accord, qui stocke en fait la hauteur de mon sketch. Okay. Donc là, ça fonctionne. Allez, dernière petite amélioration de ce code. Donc, vous voyez que ma bille, elle démarre au centre de l'écran. Enfin, elle démarrait au centre de l'écran quand j'étais en 400-400. Et bien là, on va écrire dans le setup, ici, on va la faire démarrer ici systématiquement du centre de l'écran. D'accord? Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'assigne à x la valeur width divisée par 2. Donc si width vaut 300, 300 divisé par 2, ça fait 150. Et pareil pour 400. D'accord? Voilà. Donc là, quelles que soient, vous voyez, les valeurs que je vais mettre dans Create Canvas, en fait, le fait d'avoir utilisé width 8 ici et width et 8, je sais que là, ma particule sera systématiquement positionnée au centre. Et là, je suis sûr qu'elle rebondira à droite ou en bas sur ma fenêtre. D'accord? Donc là, je peux mettre, par exemple, 100,400 et je suis sûr voilà, que ma bille va repartir du centre. D'accord? Chaque fois que je lance mon programme. Donc ça, vous voyez que c'est une notion qui est assez importante parce que ça permet de pouvoir modifier comme ça des valeurs un peu génériques dans tout notre code, et le comportement va dépendre en fait de ces variables. D'accord? Si j'avais gardé ici 400 et 400, j'aurais été obligé ici si je modifie la hauteur, de venir modifier la hauteur ici. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on aime faire. Alors moi, je le fais encore aujourd'hui, des fois quand je veux aller vite, au lieu de créer une variable, j'écris et je copie-colle un petit peu partout les variables, mais c'est pas la bonne méthode de faire. Voilà. En général, quand on a une variable, une valeur qui réapparaît comme ça à plusieurs endroits de notre code, on crée une variable qui est associée. Comme ça permet de modifier la valeur numérique à un seul endroit. Ça se diffuse ou ça se propage après dans tout notre code. Voilà. Donc là, notamment, on utilise des variables prédéfinies par processing, donc width et height, au moment où on fait create canvas. Donc ça, on n'aurait pas eu le droit de les utiliser avant le create canvas. D'accord? Donc ça ne marcherait pas. Allez, je me mets en 400-400. Je me replace, voilà, une taille un petit peu... OK, donc ça, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, on avait étudié l'an dernier le fait, qu'est-ce qui se passe si je veux créer une deuxième bille, et voire une troisième ou une quatrième. Et bien, c'est là où les choses vont se compliquer, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire que, en fait, il faudrait que je duplique en fait ces variables. Donc, si je voulais une deuxième particule, la manière naïve, je vous avais montré, il me semble, ce serait d'écrire, voilà, allez, je repars, je réécris les 4 variables. Voilà, donc ça, ne l'écrivez pas, je vous montre juste. Voilà, je serai obligé de faire ça. Et qu'est-ce que je serai obligé de faire? Voilà, si je veux en créer 100. Créer 100, je dupliquerai ça. Voilà, 98 fois.
Donc, vous avez compris que c'est pas la bonne méthode de faire. Et l'an dernier, on était passé par une structure assez intéressante qui s'appelle les tableaux, en fait. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette structure, les tableaux. Mais un tableau, en fait, ça permet d'associer à une variable, une seule variable, en fait, une série de valeurs. D'accord? Donc, ça permettait de... Alors, on va reprendre, donc on va pas le réécrire, mais on va recommander le sketch. Alors, je vais aller sur le GitHub. Voilà, on va aller là, sur le dossier de sketch. Et on avait vu, donc, je ne me souviens plus lequel c'était. Je pense que c'était peut-être celui-ci. Non, celui-ci, ah oui, j'avais appelé ça vitesse X. Donc, c'est pas ça. Donc, je vais essayer de retrouver alors, peut-être je l'ai en fait sur le... Je vais aller voir plutôt, j'aurais dû le mettre de côté, mais je vais aller voir ici sur le L2. Il me semble que je l'ai vu hier. Donc, on avait utilisé cette structure de tableau, et comme ça nous permettait en fait de gérer bien tout un tas de particules en même temps. Alors, je pense qu'on avait vu ça vers la fin. Ouais. Voilà, fonction, cours animé, ouais, c'était ça. Tableau introduction. Voilà. Système. Alors voilà, on va prendre celui-là et on va prendre celui-là. Donc voilà, un tableau, ça se déclare comme ça. Donc ici, à la variable A, je vais associer en fait cette écriture-là. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va associer non plus une seule valeur, comme on vient de le faire à X ou Y ou Vx ou Vy, mais on va associer, penser à une, tiens, comme ici un tableau, on va associer ici, eh bien, est-ce que je peux en créer un nouveau? Voilà. Donc pensez vraiment comme ça. Donc, je vais faire, tiens, new. Voilà. C'est comme si on créait une variable, ici A, et qui va posséder ici eh bien, 5 cellules. D'accord? Donc c'est vraiment, je mets en relation un symbole et un nombre de cellules dans lequel eh bien, je vais pouvoir placer eh bien, des valeurs. D'accord? Voilà. D'accord? Donc ça, c'est ce qui va dépendre, ça c'est ce qu'on appelle la taille de mon tableau. Donc là, j'ai associé à la variable A eh bien, un tableau qui va être constitué donc de 5 valeurs. Donc c'est vraiment ce que j'écris quand j'écris ça. Et donc je vais pouvoir avoir accès à ces valeurs ici par le biais donc de cette écriture. Donc A0, ben ça va correspondre à accrocher 0. Ça va correspondre à accrocher 1 et ainsi de suite. D'accord? C'est ce qu'on appelle ici un tableau, voilà, un tableau indexé. C'est-à-dire que quand vous créez un tableau, ben, en fait, il vous crée des cases qui sont numérotées 0, 1, 2, 3 et jusqu'à la taille du tableau moins 1. D'accord? Donc A2, ici, et 3. Donc vous voyez là, mon tableau fait 5. Et donc A4. Et donc là, on a dit oreille. Il faut vraiment, le tableau a une dimension, il faut vraiment le penser comme ça. Donc on a la variable, et puis on déclare des cellules qui sont indexées. Donc A0 égale 1. Alors, je n'ai pas mis 1, mais j'ai mis, pardon, hop, voilà, j'ai mis 5, 12, 37, 6, 0. Donc 5, voilà, 5, 12, 37, 6 et 0. D'accord? Donc c'est vraiment ce que j'ai écrit ici dans ce sketch. D'accord? Donc là, je crée un tableau, donc une ligne sur mon, on va dire, sur mon tableur, et j'associe donc des colonnes, d'accord? Qui sont indexées de 0 jusqu'à 4. Et puis je remplis. Et donc après, ben, je peux effectuer des opérations comme si c'était accroché 1 était une variable que j'avais appelée A1. Et vous voyez que le fait d'écrire ça nous permet de créer en quelque sorte 5 variables d'un coup qui s'appellent accroché 0, accroché 1, accroché 2, accroché 3, accroché 4. D'accord? Et j'aurais pu évidemment
si j'avais voulu, et c'est ce qu'on a fait dans le système de particules, j'aurais pu ici créer un tableau de 100 valeurs, d'accord? C'est-à-dire qu'au lieu d'en avoir que 5, ben, j'aurais eu 100 cellules. Mais je peux en créer un tableau de 1 million de variables, si je veux, d'accord? Donc, il y a cette notion dans un tableau de dimension, et de dimension ben, voilà, qui est redimensionnable aussi à volonté, d'accord? Donc ça, voilà. Donc ça, on avait utilisé ce tableau-là, qu'on avait utilisé voilà, ici. Et vous voyez que ici, ben, j'ai utilisé dans la fonction ellipse la variable a crochet 2, donc la variable a, mais avec la valeur d'index 2. Donc 2, ça correspond à 37, 37. D'accord? Donc là, si j'avais utilisé, par exemple, a, j'en sais rien, A0, par exemple, bon, la différence, ça ne va pas être flag. Et vous voyez que A0, en fait, ben, A0 correspond donc à la valeur ici 5. Donc le diamètre de l'ellipse, c'est 5. Et A2, ben, son diamètre, c'est 37. D'accord? Donc là, je pourrais changer ici et mettre 50. 50 fois 2. Donc pensez qu'un tableau, en fait, un tableau à une dimension, c'est vraiment une liste comme ça de cellules auxquelles on accède par cette écriture à 0. Donc, hein, je mets ça en relation à ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire que plutôt que de créer de manière naïve 100 variables qui s'appellent x, x1, x2, x3, x4, x5, la technique, c'est de créer un tableau qui s'appelle x et qui contient 100 cellules. Comme ça, automatiquement, Processing crée ces variables en quelque sorte, x crochet 0, x crochet 1, donc qui sont accessibles à la fois en écriture, c'est-à-dire qu'on peut placer des valeurs à l'intérieur, ce qu'on fait ici, mais on va pouvoir aussi venir extraire les valeurs qu'on a stockées ou calculées. Donc ça, c'est par cette écriture-là. D'accord? OK. Donc ça, on l'avait utilisé de manière astucieuse l'an dernier pour créer ici, voilà, ces particules. Donc vous vous souvenez, donc c'est le même code en fait qui gère ce qu'on vient de revoir ici dans ce code-là. Mais au lieu de stocker en fait ici donc une valeur associée donc à une variable, on va considérer que, donc là, bon, j'ai pas repris la même nomenclature, mais nous, on pourrait créer donc un tableau X qui va contenir, eh bien ici, 1000 particules. D'accord? Donc on fait pareil pour X, Y, Vx et Vy. Et donc ensuite, on utilise ce qu'on appelle une boucle pour parcourir l'ensemble de ces valeurs. D'accord? Donc plutôt que d'écrire 1000 fois le même bloc de code, on l'écrit une seule fois et on va le parcourir ou on va l'exécuter 1000 fois par le biais donc, de cette écriture. D'accord? Donc ça, on va le revoir. On va le revoir en détail, tout ça. Alors, ce que je voulais vous montrer là, c'est... Donc, il y a beaucoup de choses. On va revoir, je referai ça, on reverra ça un petit peu la semaine prochaine. Mais ce que je voulais vous montrer là, c'est qu'on va grouper en fait toutes ces propriétés. Donc, ce qui est un petit peu embêtant avec cette écriture-là, c'est qu'on est obligé à chaque fois qu'on veut rajouter une propriété d'un objet. Donc, par exemple, si j'avais envie de rajouter, j'en sais rien, une couleur ou une taille, je serais obligé en fait de régénérer ou de créer un tableau. D'accord? Donc, on va être un peu plus malin que ça et on va utiliser une classe en fait qui va décrire plutôt notre modèle de billes. Donc, on va prendre en fait ces propriétés-là, on va les placer dans une structure un petit peu particulière et au lieu de créer à chaque fois un tableau de 100 éléments pour la position Y, etc., on va plutôt créer 100 éléments ou n éléments de cette structure-là. D'accord? Et ce qui fait qu'en fait, on pourra rajouter autant de valeurs qu'on souhaite dans cet élément sans recréer des tableaux à chaque fois. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ce qu'on appelle une classe qui va décrire en fait un objet qu'on va manipuler dans notre programme. D'accord? Donc, on va le faire. Ne vous inquiétez pas si ça paraît un petit peu obscur, mais je pense que vous allez voir l'élégance, en tout cas, de l'écriture par rapport à ça. Vous allez voir, on va compresser encore plus les écritures
Et au lieu de manipuler simplement des tableaux de nombres, ben, on va manipuler des tableaux d'objets. Alors, on va repartir dans ce sketch ici. Bon, on va prendre, tiens, on va prendre notre sketch. On va prendre notre sketch. Parce qu'on va avoir besoin d'un fichier externe. Alors, comment on va faire? Donc, je vais créer un nouveau fichier. Et vous allez voir ça, après, on va le copier-coller au bon endroit. Donc, gardez dans un coin de votre écran ce sketch-là. Donc, je le sauvegarde. Hein. Voilà, vous pouvez vous y référer. Je l'ai mis dans le chat. Et donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va ouvrir donc une nouvelle fenêtre. Et alors là, je ne vous avais pas présenté tout à l'heure quand j'ai refait un petit tour d'interface. Non, c'est OL2, là, je crois, je confonds. Je fais un petit tour d'interface tout à l'heure, OL2. Donc ici, vous avez sur le côté, ici, un gestionnaire de fichiers. Hein. Donc je vous rappelle que un projet dans P5JS, il est composé donc de l'index HTML, c'est la page qui va héberger en fait votre script. Donc du fichier sketch.js, c'est le fichier dans lequel on est en train de travailler. Et style.css, c'est tout ce qui concerne en fait la mise en page de notre apparence de page. Donc ça, on s'y est pas trop, même pas du tout intéressé l'an dernier, mais cette année, on va s'y intéresser un petit peu. Donc ce qu'on va faire, ce que je vais vous demander de faire, c'est qu'on va créer ici un fichier. Donc, je vais faire create file et on va l'appeler bille.js. D'accord? Donc vous faites, je répète l'opération, vous faites ici donc create file dans la petite flèche. Donc ça, pour avoir accès à ce menu, il faut être connecté sur votre compte. Sinon, vous n'avez pas la possibilité de créer ce fichier. Donc je fais create file et on va l'appeler bille.js. Là, normalement, il vous rajoute le fichier ici, qui va être évidemment vide. Et on va rentrer dedans. Donc, on va ici l'éditer. D'accord? Donc ici, on va créer ce qu'on appelle une classe qui va être en fait le modèle qui va décrire un petit peu notre bille. D'accord? Donc c'est ici qu'on va faire une synthèse un petit peu de toutes les variables qui ont servi à décrire notre bille. Et on va synthétiser ça dans ce qu'on appelle une classe. Donc pensez classe égale regrouper en fait des propriétés qui concernent la description d'un objet dans notre programme. D'accord? Donc ici, on va écrire, alors voilà, je vais l'écrire doucement. Donc on va écrire ça, classe, un nouveau mot-clé qu'on n'a jamais vu dans Processing. Et on va nommer cette classe. Donc on va écrire classe bille. D'accord? Et on va placer ici des accolades. Donc, qui dit accolade, dit on va avoir un bloc de code qui va venir s'insérer à l'intérieur de cette classe. D'accord? Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire déjà, rien que d'écrire ça? Ça veut dire qu'on va écrire quelque part dans notre code, à un moment donné, on va utiliser ce symbole bille pour dire on veut créer des nouvelles billes, en fait. Je veux créer une nouvelle bille. Donc on va voir comment on va écrire ça. Et cette bille, en fait, on va ici utiliser un gestionnaire un petit peu spécial qui s'appelle le constructeur. Vous voyez, c'est un truc un peu, ça s'écrit un peu particulier par rapport au gestionnaire. Il n'y a pas écrit function, il y a juste écrit constructor. Et donc, à l'intérieur de ces accolades, donc vous voyez, c'est un gestionnaire qui est à l'intérieur d'une définition de classe. C'est là qu'on va écrire ici. Alors, pareil, on va apprendre à utiliser cette syntaxe. Ne soyez pas choqués. On va écrire this x pour l'instant égale 200. Ça, c'est un peu comme si on écrivait let x égale quelque chose. D'accord? Et on va l'écrire comme ça. J'écris tout. Donc, this vx, ça veut dire que ça concerne l'objet qui va avoir ses propriétés. D'accord? C'est un mot-clé un petit peu spécial. Random, donc là, on va refaire pareil que tout à l'heure. Et même, pardon, on va écrire hop, width et height. On écrit tout, pardon.
x divisé par 2 à x divisé par 2, donc ce qu'on a écrit tout à l'heure. Et on va ici, pareil, pour la vitesse en y, on va écrire random moins 5. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on va construire en fait une bille à partir de cette classe-là, à partir de de cette définition d'objet, eh bien en fait on va avoir un objet qui va avoir les propriétés bille.x, bille.y, bille.vx, bille.vy. D'accord? Et ces valeurs-là, eh bien, elles auront donc les valeurs qu'on a initialisées tout à l'heure, hein, c'est-à-dire si on a un canvas qui fait 400 par 400, eh bien, x et y auront les valeurs 200, 200, et pareil, sélection de la vitesse au hasard. D'accord? Donc ça, c'est quand on va construire notre nouvel objet. Vous allez voir, l'écriture va être ultra simple. On va avoir sur une ligne, en fait, il va générer ces 4 variables pour l'objet en cours. D'accord? Donc, on va continuer. Et on va écrire ici un gestionnaire. Alors, on va écrire notre gestionnaire de dessin, donc à l'intérieur de l'objet. Vous allez voir. Donc, je conçois que ça paraisse un petit peu obscur pour l'instant, mais vous allez voir les écritures qui vont être ultra simplifiées dans notre code. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller copier-coller donc le code ici. Alors, regardez bien. On va prendre... ah mais mince, j'ai oublié le... Bon, je suis bête. Et oui, mais j'ai pas gardé le sketch que j'avais précédemment. C'est complètement débile. Alors, je vais essayer de le récupérer. Et en fait, ce qu'on va copier-coller là, c'est le bloc de code qui est dans le draw, en fait, qui concerne la mise à jour des vitesses et en fonction des positions, pardon, en fonction des vitesses. Donc, alors, j'espère qu'il me l'a sauvegardé. Je vais aller dans les sketchs. Ouais, je pense que c'est celui-là. Oui, ouf, il me l'avait sauvé. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre tout ça. Là, donc je vous le copie-colle dans le... Ce sera peut-être plus simple. Je vous le copie-colle dans le chat. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener ça à l'intérieur en fait de notre draw en fait. Donc vous voyez, on est à l'intérieur ici d'un gestionnaire qui correspond à notre objet. Donc notre objet, en fait, la définition de notre objet va contenir à la fois des propriétés qui décrivent en fait notre modèle et à la fois ce qu'on appelle des méthodes, c'est-à-dire des fonctions qui vont un petit peu gouverner son comportement. D'accord? Donc c'est des fonctions qui sont propres à l'objet, d'accord? Qui vont concerner l'objet en lui-même. Donc là, par exemple, pour une bille, le fait d'avoir cette écriture-là, ben, ça veut dire qu'on va très certainement la dessiner. Et la dessiner, donc, ben, ça veut dire mettre à jour ses propriétés. Donc, vous allez copier-coller, attention, donc, le bloc de code à l'intérieur du draw. Donc, vous voyez, au niveau de la mise en page, c'est pas terrible. Donc, quand on est à l'intérieur d'un draw, on aime bien avoir une tabulation de sorte à avoir une indentation qui permet de voir un petit peu la structure de code. Donc, ce que vous allez faire ici, c'est que vous allez faire un edit et vous avez ici une fonction qui s'appelle tdcode. En fait. Et tdcode ou tdicode, ça permet en fait de réorganiser, voilà, vous voyez, de bien structurer le code. Ça remet toutes les tabulations bien et avec les bonnes indentations. Bon, moi, je ne suis pas très fan de l'accolade en fin de ligne. En général, ce que je fais, c'est que je remets les accolades, voilà, ici. Ça, c'est personnel, c'est pas obligé, ça amène rien en termes de fonctionnalité. Donc, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire une petite modif, c'est que chaque fois qu'on va trouver, pardon, x, y, vx, vy, on va le remplacer par this point. D'accord? Donc, vous allez copier-coller ici this, this. On va ici, partout, vous avez... Alors, pareil, je peux vous le passer. Donc, je vais sauver le sketch. Si vous voulez regarder, vous prendre le chou à copier-coller. Voilà, j'ai l'habitude. Non, oups.
Pas n'oublier. Donc, partout où on a X et Y, on va le remplacer par ZIS VX et ZIS VY. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait qu'on va mettre à jour les variables, mais qui concernent non plus une variable globale qui s'appelle Vx ou Vy, mais les variables qui correspondent vraiment à l'objet B qu'on est en train de travailler. Donc là, tac, ouais, alors, je ne sais pas que j'écris une bêtise. Saisis. Et donc voilà, partout où vous avez voilà, les X et les Y et les Vx et Vy, vous remplacez par ZIS.Vx, Vy. Ok, donc je vérifie. Ok, c'est pas mal. Donc je sauvegarde ça. Donc là, je pense que je suis bon. Regardant vite fait, j'ai pas d'erreur de syntaxe. Alors, en général, donc là, vous voyez qu'on travaille dans un fichier qui est externe et qui n'est pas dans Sketch. Donc ça, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir qu'on l'importe en fait dans notre projet. Et l'importer dans notre projet, de sorte à ce que pas processing, mais notre projet le comprenne, eh bien, il va falloir l'importer ici voilà, dans cette liste de fichiers ici. Donc là, alors j'essaie voilà, de faire de la place. Excusez-moi, je fais de la place, voilà, de sorte voilà, ce que tout soit voilà, sur la même ligne. Donc là, en fait, on a ici notre page HTML qui charge en fait tous les scripts qui vont faire fonctionner notre page. Donc notamment, on charge ce script P5JS, donc c'est la librairie évidemment qu'on utilise. On charge aussi P5 SoundJS, donc qui correspond à toutes les fonctionnalités. Alors je ne comprends pas en fait pourquoi ils n'ont pas remonté ça dans P5JS. Bon, en tout cas, toujours est-il que c'est une librairie externe, peut-être pour des questions de poids. On charge aussi le fichier donc style.css dont on ne se sert pas pour l'instant. Et ici, on a notre Sketch.js. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que vous allez copier-coller en fait cette ligne-là. Et évidemment, on va charger notre fichier bille.js. D'accord? Donc, le fait de charger ce fichier-là va rendre accessible dans notre code notre classe, la définition de notre classe bille.js. D'accord? Si on ne le faisait pas, en fait, voilà, la définition resterait dans un fichier qui ne serait pas utilisé. Donc là, on aurait pu avoir tendance à croire que le fait de déclarer ici, d'ailleurs, je pense que ça aurait été pas mal du point de vue de l'éditeur, peut-être quand on déclare un fichier JS, il le charge automatiquement. Bon, ce n'est pas le cas, il faut qu'on le rajoute manuellement. D'accord? Donc vous pouvez rajouter ici, hop, cette ligne, voilà, ici, juste avant l'utilisation de sketch.js. Donc ça va avoir pour effet donc, de charger notre définition de classe et ça va avoir pour effet donc, de charger sketch.js et d'exécuter, donc de rentrer dans le processus d'exécution de setup et de la boucle de dessin. D'accord? Donc alors, toujours une bonne façon de faire quand on code, c'est de vérifier que ça fonctionne. Donc là, on n'a rien fait d'extraordinaire. On a juste défini, enfin, si on a fait quelque chose d'extraordinaire, on vérifie voilà, qu'on n'a pas d'erreur dans la console. D'accord? Donc normalement, si vous appuyez sur Run, vous ne devez pas avoir d'erreur dans la console. Donc ça veut dire que le fichier bille.js s'est bien chargé déjà. Et d'autre part, que notre classe, la définition de notre classe, n'a pas généré d'erreur particulière dans le code. Donc ça, c'est bien. Donc ça, c'est une bonne pratique quand on utilise, quand on développe, de taper du code, de vérifier assez rapidement que après 4 ou 5 lignes d'écriture, le projet fonctionne toujours. S'il ne fonctionne pas, ça veut dire que dans les 4 lignes qu'on a écrites, il y a très probablement une erreur. D'accord? Donc, alors, excusez-moi, je dois prendre un appel. 2 secondes, je reviens vers vous.
Oui, excusez-moi. J'attendais un coup de fil. Bon, c'était pas celui-là. Bref, oui, donc voilà. Donc là, on vérifie que tout a bien fonctionné. Donc, ça veut dire que notre définition de classe, en tout cas, ce qu'on a écrit dans bi.js, ne génère pas de problème. Donc, c'est très bien. Donc là, on va retourner dans sketch.js. Et donc là, vous allez voir l'avantage d'avoir compressé ou d'avoir synthétisé, en tout cas, notre modèle de bille décrit par une position et des vitesses dans une classe. Donc, on va se créer maintenant une variable qu'on va appeler B. Et ce B-là, en fait, c'est une variable qui va être associée donc, à un objet créé à partir de la définition de notre bille. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici écrire quelque chose comme new bille. D'accord? Donc, ça, c'est très important. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à la variable B, nous allons associer la construction d'un nouvel objet de type bille. Alors ça, cette définition-là, bille, c'est bien parce qu'on l'a écrite ici. D'accord? Donc le new quelque chose, il faut qu'il corresponde en fait, quand on a une classe quelque chose, on a le droit d'écrire new quelque chose en fait. Et ça va construire automatiquement, il va construire un objet qui va contenir, donc vous allez voir, les variables ici qui correspondent à ça. Donc là, c'est un peu comme si on avait écrit b.x, b.y, b.vx, b.vy et tout ça. D'accord? Sauf que, vous allez voir, si on veut créer 100 billes, ben on va créer un tableau de ces billes. Bon, on va faire simple pour l'instant. Je vais vous montrer donc l'utilisation. Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire ici? Donc, on va vérifier déjà que ça fonctionne. Donc, super, pas d'erreur. Et là, on va écrire console, par exemple, log.b.x. Ça, je vais avoir le droit de l'écrire maintenant. D'accord? Donc, si vous vous souvenez, on avait fait un petit peu ces opérations quand on avait chargé des images. On faisait load image d'un fichier qu'on associait en fait à une variable. Et sur cette variable, on pouvait écrire des choses comme image.width et image.height. D'accord? Ben, en fait, ce qui correspond à ça, c'est que derrière, il y a une classe qui correspond à la gestion d'images dans Processing. Donc là, on va juste voilà, lancer ça et vous voyez que eh bien, B de x, en fait, contient ici la valeur 200. D'accord? Ce qui correspond bien ici à width divisé par 2. Donc width, je vous rappelle, qui est la taille du canvas. Donc 400 divisé par 2. Bon, mais excellent. Je peux donc maintenant, ici, définir, ici, je vais appeler, ce qu'on appelle appeler la méthode sur mon objet. D'accord? Je vais pouvoir écrire ça. b.draw, qu'est-ce que ça va faire? En fait, il va exécuter tout ce code-là. D'accord? Donc, il va exactement faire ce qu'on a fait précédemment, sauf qu'il va manipuler en fait les variables qui correspondent en fait à l'objet ici b qu'on vient de créer. Donc, je vais lancer ça. Et, alors, mince, j'ai une erreur. It's not a function. Mince. Ah, pardon, c'est b.draw. Je me suis trompé. Non, ça ne marche pas. Y, ah ouais, alors j'ai dû oublier un this quelque part. J'ai dû oublier un this quelque part. Il me dit ligne. En la ligne 26. Oui, merci. Je ne sais pas qui, mais merci. Voilà, 10, voilà. Donc, vous voyez, j'avais oublié un this. Donc, il me disait en gros, ben, je ne connais pas Y, ce qui est logique, puisque nulle part on avait en quelque sorte défini la variable Y globale. Donc là, si je lance ça, eh bien, vous voyez que ça ne fait rien. Alors, ça ne fait rien, pourquoi? Ben, parce que, en fait, là, pour l'instant, dans cette méthode-là, j'ai pour l'instant placé tout le code en fait, de la logique qui fait le rebond. Donc, il me manque simplement le dessin maintenant que je vais rajouter ici. Donc, je vais utiliser this.x, this.y et donc, j'en sais rien. Pour l'instant, on va dire 50. D'accord? Ça, c'est la ligne que je rajoute. Attention, je la rajoute bien dans le draw, juste après tout ce bloc de code. Donc, si je fais run,
ben, vous voyez que, en fait, je retrouve ma bille. Donc, si je regarde, alors je vous passe le draw, si vous voulez le copier-coller. Tiens, je vous passe même le classe bille, si vous voulez le dupliquer dans votre fichier. Donc, vous voyez que ben, tout se passe comme le projet précédent, en fait. Le projet précédent, en fait, quel était-il? Eh bien, j'avais ici, voilà, la description ici de toutes mes variables qui correspondaient à une seule bille. Donc, je mettais à jour les variables, ça marchait bien. Et vous voyez que ici, dans ma nouvelle mouture, en fait, j'ai une écriture qui est beaucoup plus compressée. C'est-à-dire que j'ai une variable B, en fait, qui décrit ma bille. Et derrière, en fait, cette variable B, eh bien, j'ai de manière implicite, par la définition de ma classe, j'ai les variables b.x, b.y, b.vx, b.vy. D'accord? Et là, j'ai juste cette fonction à appeler sur le dessin. Donc, vous voyez, ça crée quand même quelque chose de beaucoup plus clair, donc de beaucoup plus compact en tout cas, de beaucoup plus lisible. Donc là, je vois, ben, OK, je crée une nouvelle bille, et cette bille, ben, je la dessine. Voilà, c'est tout. Donc ça paraît assez naturel. D'accord? Donc vous voyez, on a ce qu'on a appelé, on a fait une opération de factorisation, c'est-à-dire qu'on a pris des variables qui représentaient un modèle de bille, on les a inclus dans une définition de classe qui nous permet maintenant de manipuler un objet un petit peu complexe qui est composé de 4 variables, x, y, vx, vy, et d'une méthode draw qui permet de mettre à jour et de dessiner notre bille. D'accord? Donc, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je peux faire si je veux créer une autre bille? Ben, je peux créer une deuxième variable, je l'appelle B2, et je vais copier-coller, donc je vais créer une nouvelle bille, et je vais la dessiner. B2. Vous voyez que là, j'ai deux variables qui correspondent à ce qu'on appelle des instances, c'est-à-dire deux classes qui ont été dupliquées, enfin qui ont été deux objets qui ont été créés à partir de cette classe. Et là, eh bien, voilà. Vous voyez, simplement, tout s'éclaire. Enfin, tout se simplifie en tout cas dans les écritures. D'accord? Donc là, j'ai bien B1 et B2. Et donc, je crée mes billes. Et je crée ici, donc je dessine mes billes. Alors simplement pour terminer cette session, donc on va revoir ça la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. C'est un petit peu complexe, mais je voulais vous montrer un petit peu comment on peut prendre une série de variables, le mettre dans une classe pour créer ensuite des objets qui vont automatiquement avoir les propriétés qu'on a définies à l'intérieur de cette classe. D'accord? Donc ça, vous allez voir après avec les librairies. En fait, les librairies, elles définissent tout un tas de classes et tout un tas d'objets qu'on va pouvoir utiliser de cette manière. Donc, on n'ira pas fouiller dans la définition des classes. On ira créer, par exemple, dans la librairie que je vous ai montré tout à l'heure avec Box2D ou avec les Boyd, on écrira quelque part une variable égale new agent autonome, d'accord? Et donc, il va créer automatiquement pour cet objet-là tout un tas de variables qu'on va ensuite nous utiliser vraiment, mais à un très haut niveau, c'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer dans le code des classes, on va juste utiliser en réalité vraiment l'interface de programmation. Donc, ce que nous proposent en fait les objets en termes de propriétés et de fonctionnalités. D'accord? Donc, on va écrire très souvent en utilisant des librairies new quelque chose et après, sur l'objet, on va utiliser donc ces fonctionnalités. Donc, simplement pour terminer ce cours, on va rajouter une propriété. Donc, ça, c'est facile maintenant. Il suffit de rajouter une propriété dans le constructeur et on va rajouter une propriété diamètre. Donc, on va écrire 10 diamètres. Et on va le choisir au hasard, je ne sais pas, entre 20 et 60. D'accord? Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on rajoute à notre objet bille une description qui correspond à son diamètre. Donc si on avait voulu le faire avant, il aurait fallu créer la variable diamètre avant le setup. Là, on le crée directement dans l'objet. D'accord? Et donc ce diamètre-là, au lieu d'utiliser 50 ici, on va utiliser 10 diamètres. D'accord?
Donc, chaque fois, en fait, qu'on va construire une bille, un objet bille, en fait, il va sélectionner au hasard, comme pour la vitesse, un diamètre entre 20 et 60, et il va dessiner donc le diamètre, enfin, il va dessiner la bille avec ce diamètre. D'accord? Donc, si je relance le code, vous voyez que j'ai deux billes en fait de taille différente. D'accord? Donc, vous voyez que notre bille, en fait, on va pouvoir ici rajouter des propriétés qui vont être propres à la création de la bille. Donc, on pourrait, pourquoi pas, rajouter des options de dessin. Dire, par exemple, avoir une variable qui va décrire, j'en sais rien, sa couleur. On pourrait avoir, donc ce qu'on va faire la semaine prochaine, c'est qu'on va rajouter une petite propriété de masse qui va décrire quelle est la masse de notre objet. Et donc là, on va pouvoir travailler ici. Quand on va travailler dans cet objet-là, on va travailler vraiment pour une bille, pour le comportement d'une ou plusieurs billes. D'accord? Et donc le code qu'on va taper là, ben, en fait, il va se reporter sur tous les objets qu'on aura créés à partir ici de new quelque chose. D'accord? Donc là, on pourrait créer une troisième bille. Donc c'est facile maintenant. Voilà, donc B3 égale new bille. Et donc, vous avez compris qu'on ne va pas faire ça. Après, on va utiliser plutôt un tableau d'objets. Donc, on va utiliser un tableau de billes, en fait. On va écrire égal new array, et puis on va empiler dans notre tableau tout un tas d'objets de billes. Et donc, on pourra gérer assez facilement, en fait, vous allez voir, un système de particules de cette manière. Donc là, si je fais ça, voilà, j'ai trois billes. D'accord? Et donc, vous voyez que là, le code est maintenant beaucoup plus clair, quoi. On a juste la gestion en fait de notre bille qui se fait dans ce code-là. Donc, pour toutes les billes qu'on va créer, on aura juste à modifier les paramètres ici et à modifier les comportements ici. Et dans notre sketch, eh bien, on viendra juste créer les objets et utiliser les fonctionnalités sur ces objets. D'accord? Donc, on va arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que c'est l'heure, 12h30. Voilà, donc c'est compliqué, j'ai bien conscience. On va revoir ça en détail la semaine prochaine. Voilà. On va notamment la semaine prochaine rajouter donc des propriétés sur notre classe B. Donc je vais réexpliquer un petit peu. Je vais essayer de faire peut-être des schémas explicatifs. Donc je vais expliquer ça. On va la semaine prochaine on rajoutera dans notre bille des propriétés qui concernent l'accélération. Donc là, vous avez vu, elle se déplace à des vitesses linéaires. Donc ce qu'on va rajouter, c'est la possibilité en fait d'avoir une accélération, ce qui va nous permettre de travailler avec des forces. Donc on verra comment on peut dire à une bille, je t'applique une force en ton centre, et donc ça va perturber en fait son accélération, qui dépendra de la masse, et qui va influer sur la vitesse, qui influe sur la position. D'accord? Donc on va créer comme ça un petit système qui va nous permettre de simuler tout ce qui est attraction. Donc on va placer une espèce il faut imaginer comme un aimant, ça va attirer les particules, puis vous allez voir, elles vont comme des espèces de moustiques, elles vont bouger un petit peu dans tous les sens, et ce mouvement dépendra de la masse en fait des particules. Donc ce qui va être assez drôle, ça va être de pouvoir donner des masses différentes, donc avoir des particules plus ou moins légères. Donc sur le même modèle, on va créer des répulseurs, ou des choses qui repoussent en fait les particules. Vous allez voir en fait en combinant ces deux éléments, en fait on va créer des mouvements assez intéressants et quasi imprévisibles, enfin pas imprévisibles, mais qui vont suivre des trajectoires physiques et qu'on n'aurait pas pu programmer autrement. Donc on va faire ça et puis on changera aussi peut-être l'aspect. Donc on reverra, ça nous permettra de revoir le chargement d'une image. On changera l'aspect de nos billes. Donc on va faire tout ça la semaine prochaine. Voilà, on reverra donc cette notion de classe qui permet de regrouper des propriétés et de gérer de manière plus efficace des objets. Donc vous avez vu là l'écriture par rapport à ce sketch-là est quand même plus clean, on va dire, plus propre. OK ?
Donc, si vous avez des questions, alors là, bon, voilà, on se remet dans le bain pour la semaine prochaine. Avant qu'on se revoie lundi prochain, ben, voilà, essayez de regarder, pas forcément de bien comprendre. Si vous pouvez bien comprendre ça, je vous encourage. Mais essayez de revoir voilà, les notions de variables et peut-être de ce sketch ici, hop, avec cette classe-là, et on va rajouter des propriétés. Voilà, c'est ce qu'on va faire, et rajouter des comportements sur cet objet-là. Voilà, ça va donner des choses assez intéressantes. OK. Bon, ben, je vous dis à la semaine prochaine. Bon appétit. Et puis, ben, toujours pareil, voilà, je vais mettre ça sur YouTube voilà, d'ici ce soir ou demain. OK? Donc, vous aurez ça en référence. Merci, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bonne À la semaine journée. prochaine, au revoir. Ouais, au revoir. Salut.